Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à Magic the Gathering au format Commander multijoueur. Je suis Sir Galad et je m'engage à vous expliquer un nouveau deck. Et notre commandeur du jour est Edea, la sorcière possédée. C'est une créature 2-5 qui sort sur une rouge, une noire, une bleue et 2 incolores. 5 mana, c'est un petit peu cher pour un commandeur, mais vous allez voir que ça se joue quand même. Elle a parade 2, ça veut dire que chaque adversaire qui voudrait la cibler avec un sort ou une capacité doit payer 2 mana supplémentaires ou le sort ou la capacité en question sera contrecarré. Et elle a 2 capacités déclenchées. La première, c'est qu'elle dit au début du combat pendant notre tour, on va gagner le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour, on va dégager cette créature et elle va gagner la célérité jusqu'à la fin du tour, autrement dit on va pouvoir s'en servir tout de suite pour attaquer ou pour autre chose si elle a une capacité qui s'engage pour être déclenchée. Ensuite elle dit aussi qu'à chaque fois qu'une créature que nous contrôlons mais ne possédons pas, donc une créature qu'on a donc volé à notre adversaire, en gros, va mourir, eh bien on va la renvoyer sur le champ de bataille sous le contrôle de son possesseur et on va piocher une carte. C'est-à-dire que la mécanique de ce jeu pourrait paraître de prime abord plutôt sale, parce qu'on vole les créatures de nos adversaires et notre objectif bien sûr ça va être ensuite qu'elles meurent, mais en fait comme on leur rend, elles reviennent sur leur contrôle dès qu'elles meurent en fait, et nous on pioche une carte au passage. Ça dépend vraiment de comment on décide de construire le jeu. Alors moi vous allez voir, j'ai décidé de le construire vraiment de façon très très amicale et fun. J'ai pas mis de cartes qui font que je rends pas les cartes aux adversaires, je vais normalement systématiquement rendre les cartes aux adversaires. Alors évidemment si elles avaient des auras ou des marqueurs, ils les perdront au passage, ça c'est moins sympa déjà, mais le jeu reste très amical et très chill. Je l'ai testé en format casu et franchement ça tourne très très bien, c'est vraiment pas très très oppressant pour les adversaires et c'est très très fun comme mécanique. Allez, c'est parti pour la vidéo. Mahdi, maître du bazar errant, c'est une 3-3 qui sort sur une rouge, une noire et une incolore et qui nous permet de créer un jeton trésor au début de notre étape de fin pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. Notez que ça marche aussi avec les créatures jetons, et ça comme nous on peut potentiellement en sacrifier pas mal, ça peut aussi nous permettre de créer vraiment beaucoup de trésors et donc beaucoup de mana. On va en avoir besoin parce qu'on risque de piocher énormément avec ce deck s'il sort correctement. Ensuite on va avoir Gadrak, le fléau des couronnes. Lui il est 5-4 vol pour une rouge et 2 incolores, mais il ne peut pas attaquer à moins qu'on contrôle au moins 4 artefacts, et il dit qu'au début de notre étape de fin, on va créer un jeton trésor pour chaque créature non jeton qui est morte ce tour-ci. Alors il marche pas sur les jetons, mais on lui pardonne parce qu'un 5-4 vol ça fait un très très bon bloqueur en début de partie, et assez rapidement il devrait même être capable d'attaquer, donc c'est vraiment une carte qui synergise très très bien avec notre mécanique de jeu encore une fois. Enfin on a le messager d'Emrakul. Puisque notre commandeur va nous permettre très souvent de piocher une carte supplémentaire, eh bien on va profiter de cette mécanique. Lui c'est une 2-1 avec le vol qui sort sur une bleue et une incolore, et il dit qu'à chaque fois qu'on va piocher notre seconde carte à chaque tour, on va pouvoir créer un jeton 0-1, jeton qui peut être sacrifié pour nous donner une mana de type incolore. Alors c'est très intéressant évidemment, mais là c'est beaucoup plus limité parce qu'on pourra faire ça qu'une seule fois par tour, quoi qu'il arrive, même si on pioche 10 cartes, seule la deuxième carte qu'on pioche nous fait créer le jeton. Néanmoins, le jeton, quand on va le sacrifier pour prendre une mana, et si on a Mahdi en jeu, on créera en plus un jeton trésor à la fin du tour. Bref, une très belle synergie encore une fois entre ces deux cartes. Maître des maléfices marionnettistes est une créature 2-4 qui sort sur une rouge et 2 incolores. Il dit qu'à chaque fois qu'on attaque, on va pouvoir inciter une créature qu'un adversaire contrôle. Ça veut dire que lors de sa prochaine phase de combat, lors de son prochain tour, au cours de toutes ses phases de combat d'ailleurs plutôt, elle sera contrainte d'attaquer et si possible, elle devra attaquer un autre joueur que nous. Donc s'il n'y a plus que nous comme adversaire encore en vie, c'est nous qui va attaquer, mais dans tous les autres cas de figure, il va devoir attaquer un autre joueur avec, ce qui est un bonus intéressant dans notre mécanique parce que nous, très souvent avec notre commandeur, on va voler une créature et attaquer avec, puisqu'on s'en fout qu'elle meure, au contraire, ça nous arrange. Et donc on va du coup déclencher cette créature, on va inciter au passage une créature qu'un adversaire contrôle. Et notons que cette créature en plus ne pourra pas bloquer ce tour-ci, ce qui est très intéressant parce qu'on neutralise potentiellement un bloqueur au joueur qu'on attaque pour être encore plus certain de pouvoir le blesser ou le forcer à bloquer avec une autre créature avec laquelle on voudrait qu'il bloque. Ensuite, ça dit aussi qu'à chaque fois qu'une ou plusieurs créatures incitées font des dégâts de combat à un de nos adversaires, on va créer un jeton trésor. Alors normalement on va pouvoir inciter qu'une seule créature par tour avec cette mécanique, mais néanmoins ça nous permettra de créer un trésor de plus par tour potentiellement si ça touche. Alors ça c'est plus circonstanciel bien entendu. Ensuite on a Hôtel des Transfigurants, c'est un artefact qui sort sur 3 incolores et il peut s'utiliser pour une mana noire. On engage, on sacrifie une créature et on gagne 3 mana incolores. C'est
très intéressant comme mécanique, parce qu'en gros on a un bénéfice de 2 mana en sacrifiant une créature, et nous à chaque fois qu'on va sacrifier une créature qu'un adversaire nous aura gentiment prêté, et bien en plus on va piocher une carte grâce à notre commandant. Donc vraiment très très synergique avec ce qu'on veut faire, et en plus il a une deuxième capacité, pour 2 incolores on peut sacrifier une créature pour créer un jeton de créature artefact 3/3 incolore zombie. Ça peut être fait qu'à la vitesse d'un rituel, mais c'est pas grave puisque nous on garde la créature adverse jusqu'à la fin du tour, pas jusqu'à la fin du combat. Donc on aura largement le temps de la sacrifier si elle meurt pas au combat pour créer un jeton à la place. Ça c'est si on n'a pas besoin de la sacrifier pour la mana, et ces jetons pour nous permettre de nous défendre, de bloquer ou d'être sacrifiés pour autre chose, comme peut-être par exemple plus tard de la mana avec l'hôtel lui-même. C'est vraiment une carte qui synergise très très bien dans notre plan de jeu. Il y a en tout 9 artefacts à mana dans notre deck, mais je ne vais pas tous les présenter ici, vous regarderez la liste du deck en description pour voir les autres, je ne vais parler que de ceux qui ont une synergie intéressante avec notre plan de jeu. Le premier c'est la pioche d'eau du maître, c'est vraiment un artefact que je mets quasiment dans tous mes decks maintenant, c'est une commune en plus, il sort sur 3, il donne une mana de n'importe quelle couleur quand on l'engage, et surtout il va se dégager autour de chaque autre joueur, ce qui veut dire que on aura toujours au moins une mana de disponible pour faire quelque chose, un sort de gestion, un contre-sort, activer une capacité, n'importe quoi, mais en tout cas on aura toujours au moins une mana disponible pour ça, et ça c'est vraiment très très bon. Ensuite on a le faiseur de météo, c'est un simple caillou à mana classique, qui sort sur 3 et qui donne une mana de n'importe quelle couleur, mais il a un effet touche terre, et comme nous on va beaucoup piocher, normalement on devrait pouvoir poser au moins un terrain par tour sans aucun problème, et il dit lui qu'on peut, à chaque fois qu'on va faire touche terre, on va lui mettre un marqueur charge, et on peut soit retirer 2 marqueurs charge pour qu'il nous donne 2 incolores au lieu de nous donner seulement une mana colorée, donc c'est moins bien parce que c'est de l'incolore, mais c'est mieux parce qu'il y en a 2, et on peut aussi lui retirer 3 marqueurs charge pour faire 3 blessures à n'importe quelle cible, donc soit mettre la pression au point de vie d'un adversaire qui est très bas, soit gérer une petite créature, ou voire même si nous on attaque avec une petite créature et qu'on est bloqué par une grosse, et bien rajouter la différence manquante pour que les deux meurent. Bref, c'est extrêmement synergique avec notre plan de jeu là encore. Notre principal moteur de pioche, évidemment, ce sera notre commandeur. Mais malheureusement, c'est pas toujours bon et de se baser que sur ça, parce qu'il pourrait arriver qu'il soit géré, qu'on n'ait pas encore eu le temps de le jouer, ou bref, qu'on ait besoin de piocher autrement, ou qu'on ait besoin de piocher encore davantage. Après tout, on n'a jamais assez de pioches. Le quart d'avantage à Magic, c'est très très souvent une condition de victoire. Souvent, c'est celui qui pioche le plus qui, à la fin de la partie, gagne, et c'est surtout vrai en multijoueur. Alors, on a rajouté ces 2 cartes qui viennent de la dernière extension, donc Marvel. Nous avons pour commencer Loki, le dieu de la fourberie. Lui, il sort sur une bleue et une incolore, il est 2-1, et il dit qu'à chaque fois qu'un joueur ou un permanent devient la cible d'une habilité que nous contrôlons, on va piocher une carte. Autrement dit, à chaque fois qu'on va activer notre commandeur pour prendre le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et bien ça va déclencher Loki et on va piocher une carte. Mais on a plein d'autres façons de le déclencher, même si on n'a pas notre commandeur. À chaque fois qu'on va activer quelque chose, par exemple un moteur de sacrifice qui cible une de nos créatures pour la sacrifier, et bien hop, on piochera une carte supplémentaire grâce à Loki. Bref, même sans notre commandeur, on a un moteur de pioche très efficace. Alors il ne peut se déclencher qu'une seule fois par tour, mais ça c'est pas gênant. Et on a une autre synergie intéressante avec lui, c'est le cas où on a besoin de piocher 2 cartes pendant le tour d'un adversaire. On verra qu'on a pas mal de mécaniques basées sur le fait qu'on pioche notre deuxième carte chaque tour, et donc grâce à Loki, on pourrait réussir assez facilement à piocher cette seconde carte, et du coup à pouvoir déclencher les capacités, comme celle qu'on a vue avant pour mettre nos petits jetons Emrakul en jeu. Ensuite, nous avons Arc Nemesis, je préfère le nom en anglais, je le trouve vraiment beaucoup plus sympa que en français, ennemi juré, même si ça reste sympa quand même. C'est une aura qui s'enchante sur un joueur, ça sort sur une noire, une bleue, une incolore, et ça dit qu'à chaque fois qu'on va attaquer le joueur enchanté, lui va perdre 2 points de vie, nous allons piocher une carte et gagner 2 points de vie, sachant que si on a notre commandeur, attaquer c'est une simple formalité, parce qu'on n'attaque même pas avec nos propres créatures, donc on risque absolument rien à attaquer, et c'est tout bénéfice pour nous du coup. Et ça dit aussi, à chaque fois qu'un joueur nous attaque, on peut lui attacher cette aura, ça veut dire qu'il y a de la négociation qui peut se mettre en place. Si un joueur nous attaque, en rétribution, nous allons pouvoir lui mettre cette aura sur lui, et donc le punir en l'attaquant à notre tour, et en lui infligeant forcément une perte de 2 points de vie, et nous en récupérant 2 points de vie, donc une partie des dégâts qu'il nous aura infligés. C'est une mécanique très amusante et très intéressante, je trouve, j'aime beaucoup cet enchantement personnellement. Le cube cosmique est un artefact qui sort sur 5 mana et qui a parade 2, on a déjà vu ce que ça faisait avec mon commandeur, je ne vais pas le répéter, c'est un artefact très puissant, pas vraiment de budget, mais très synergique avec notre mécanique de jeu, parce que nous, on va attaquer avec des créatures qui ne nous appartiennent pas tous les tours. Et il dit qu'à chaque fois qu'on attaque, on va regarder les 6 cartes du dessus de notre bibliothèque, notez qu'on ne les révèle pas, on les regarde simplement. On peut lancer un sort parmi eux dont la valeur de mana est inférieure ou égale à la force la plus
élevé parmi les créatures qu'on contrôle et qui attaquent sans payer son coût de mana. Donc si par exemple on a pris une créature adverse qui est 4 en force, on attaque avec, eh bien on peut lancer un sort dont la valeur de mana est 4 ou moins parmi les 6 prochaines cartes de notre bibliothèque sans payer le coût de mana. Et il n'y a pas de défaut parce que le reste, on va pas le mettre au cimetière, on va le mettre sous notre bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est vraiment très très fort comme mécanique. Le bâton de Proté, quant à lui, c'est vraiment la carte la plus méchante de notre jeu, selon comment on s'en sert. Moi, je fais attention à m'en servir toujours de façon très très diplomate et fair, pour pas frustrer mes adversaires. La plupart du temps, d'ailleurs, je vais m'en servir sur les jetons que je crée à profusion dans mon deck, pour faire un effet un peu plus sympa, parce que c'est vraiment méchant avec notre mécanique de jeu. Alors, ce que ça fait, ça sort sur 3 mana, et pour une mana bleue et 2 incolores, on peut l'engager pour mettre une créature sous le dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Évidemment, si on fait ça sur une créature qu'on a empruntée à notre adversaire, vous imaginez bien que là, il aura beaucoup de mal à la récupérer. Et ensuite, le contrôleur de cette créature, donc là, ce sera forcément nous, va révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature, et il la met directement en jeu, et le reste sous sa bibliothèque, dans n'importe quel ordre. On ne peut faire cela qu'à la vitesse d'un rituel. Ça peut être utilisé de plein de façons. D'abord, on peut le faire sur nos jetons pour aller chercher nos créatures et les mettre en jeu gratuitement, enfin pour 3 mana en fait, en vérité. Et je trouve que c'est pas cher payé en vérité pour pouvoir mettre en jeu n'importe quelle carte de créature qui arrive à la suite dans notre deck. On peut s'en servir sur une carte qu'on a volée à un adversaire, mais bon, ça encore une fois, je trouve que c'est pas très fair play, et si on le fait trop souvent, on va vraiment prendre l'aggro très rapidement de nos adversaires. Et puis c'est pas trop l'idée du deck, j'avais envie de faire un deck assez fair, donc je m'en sers pas trop comme ça. Mais on peut s'en servir aussi pour gérer une grosse menace adverse, c'est-à-dire le joueur adverse a une carte en jeu qui vraiment est énorme et qui risque de défoncer la table. Et bien on peut lui dire tu vas la mélanger, tu vas la mettre sous ta bibliothèque, tu vas révéler, tu vas mettre la prochaine à la place. Et il y a de fortes chances que la prochaine soit beaucoup moins forte. Et donc on peut aussi s'en servir comme un outil de gestion qui donne quand même quelque chose en compensation à l'adversaire, mais qui nous permet nous de gérer une grosse menace. Bref, vous l'avez compris, c'est très polyvalent comme carte et ça rentre parfaitement dans notre plan de jeu. Encore une fois, rien ne nous empêche de le faire sur une créature qu'on a volée à un adversaire. Dans certains cas, ce sera tellement logique de le faire, entre guillemets, que forcément il ne pourra pas nous en vouloir. Juste, n'abusez pas de cette mécanique si vous êtes dans un mode de jeu casual et amical, parce que c'est vraiment assez sale comme mécanique. Le butin de bandit, c'est un caillou à mana classique qui sort sur 3 et quand on l'engage, il nous donne du mana de n'importe quelle couleur. Mais il dit aussi qu'à chaque fois qu'on commet un crime, on va mettre un marqueur butin sur lui. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour par contre. Et nous, on va commettre un crime tous les tours avec notre commandeur déjà, parce qu'à chaque fois qu'on va cibler un adversaire ou un permanent qu'il contrôle, en fait, c'est considéré comme commettre un crime. Donc à chaque fois qu'on va voler une créature à un adversaire avec notre commandeur, on commet un crime et donc on met un marqueur butin sur notre butin de bandit. Et sa seconde capacité, c'est que pour 2 mana, on peut l'engager et lui retirer 2 marqueurs butin pour piocher une carte. Donc c'est un moteur de pioche si on a vraiment besoin qui est là de secours, et au pire des cas ça reste un artefact à mana très intéressant. L'urne de pensée, c'est un grand classique, ça sort sur 2, ça donne une incolore quand on l'engage et ça dit qu'il n'y a plus de limite au nombre de cartes dans notre main. Donc ça permet pas du tout de piocher, mais ça permet de garder les cartes qu'on aura piochées, et croyez-moi, ça m'arrive très souvent d'avoir beaucoup de cartes en main avec ce jeu, donc l'artefact est très bienvenu. On pourrait d'ailleurs très bien envisager de remplacer par exemple le butin de bandit par la carafe d'eau intarissable, un autre artefact aussi qui donne une capacité à avoir une quantité illimitée de cartes dans notre main, il n'y a plus de limite au nombre de cartes dans la main, comme l'urne de pensée. C'est vraiment un très bon ajout au deck, je ne l'ai pas mis parce que j'ai fait la vidéo en préparant autre chose, mais ça synergise très bien et vous pourriez très bien rentrer ce caillou dans le deck. Ces 3 moteurs de pioche vont être efficaces surtout si on a notre commandeur en jeu, parce que ce sera compliqué de s'en servir autrement, bien que on verra, on a d'autres façons de pouvoir les activer grâce aux jetons qu'on peut éventuellement être amené à créer. On peut être amené à créer pas mal de jetons de créatures et on pourra du coup les sacrifier pour les activer. Le chaudron d'envoûteuse, ça sort sur une noire, ça s'active en l'engageant en payant une noire et une incolore, on sacrifie une créature et on va gagner un point de vie et piocher une carte. Ce qui veut dire que si c'est la créature qu'on a volée avec notre commandeur, on va la rendre à l'adversaire et donc on va au total piocher 2 cartes. C'est vraiment très bon comme ratio, je trouve. Piocher 2 cartes pour une noire et une incolore et sacrifier aucune créature au final, parce que c'est l'adversaire qui va sacrifier sa créature entre guillemets de façon indirecte. Après, elle revient en jeu, il la perd pas, on reste sur une mécanique très fair. Ensuite, on a Sacre Vampirique, ça fonctionne exactement de la même façon,
sauf que là c'est un enchantement et qu'il n'y a pas besoin de l'engager, donc si on a assez de mana, on peut sacrifier comme ça autant de créatures qu'on le souhaite pour piocher autant de cartes et gagner autant de points de vie. Ça peut parfois être intéressant d'en sacrifier 2-3 d'un coup, parce que vous verrez qu'on a la possibilité de pouvoir voler plusieurs cartes d'un coup à un adversaire, mais malheureusement c'est très manavore, 2 mana par créature, si on veut sacrifier 4 créatures c'est 8 mana, c'est très très cher. Ensuite on a Amulette Vorace, alors c'est un artefact assez amusant, il sort sur 2, et il s'active sur une incolore seulement. On l'engage, on sacrifie une créature, non seulement bien sûr on pioche une carte, mais en plus on met un marqueur âme sur l'artefact. On ne peut faire cela qu'à la vitesse d'un rituel. Encore une fois, c'est pas gênant parce que nous on va garder les créatures qu'on vole jusqu'à la fin du tour, donc normalement on a tout le temps nécessaire pour les sacrifier. Et ensuite ça dit quoi? Ça dit que à tout moment, pour 4 mana, on va pouvoir sacrifier cet artefact et chaque adversaire va perdre un nombre de points de vie égal au nombre de marqueurs âme sur cet artefact. Alors soyons clairs, ce sera extrêmement compliqué de réellement tuer quelqu'un avec ça, parce que avant qu'il y ait 10 marqueurs dessus, faut au moins 10 tours, c'est très très long, et avec 10 marqueurs, on n'est pas sûr de tuer qui que ce soit, parce qu'on n'enlève que 10 points de vie à un joueur, enfin à tous nos adversaires. Bref, c'est pas du tout une condition de victoire, mais c'est une petite pression supplémentaire qu'on va pouvoir comme ça accumuler, et c'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est sympa, j'aime bien en fait, ça synergise toujours pareil avec notre plan de jeu, et c'est du bonus on va dire. Le journal de Tarian, c'est un artefact qui sort sur une noire et une incolore, et quand on l'engage, on peut sacrifier un autre artefact ou une autre créature pour piocher une carte. On peut faire ça qu'à la vitesse d'un rituel, mais ce que j'aime énormément avec cet artefact, c'est que ça coûte pas de mana. On va voir que comme on pioche beaucoup la mana, pour nous ce sera vraiment une ressource très importante. On aura du mal à jouer tous nos sorts en fait, tous les tours, plus garder la mana nécessaire pour nous défendre avec nos éphémères. Bref, un moteur à sacrifice qui coûte pas de mana, c'est vraiment très précieux dans notre jeu. La deuxième capacité du journal, qui consiste à le transformer dans un terrain, est absolument jamais utilisée dans notre mécanique de jeu. Donc j'ai même pas mis l'image pour vous montrer comment c'est une fois retourné. Ne le retournez jamais. Sacrifier gratuitement nos ressources, c'est vraiment trop précieux pour nous. L'autre côté, comparé à... il est vraiment totalement inutile. Ensuite, on a Dans le Puits. Alors c'est un enchantement qui sort sur une noire et 2 incolores, et ça dit qu'on peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque à tout moment. Bon, c'est sympa, mais ça, c'est pas ouf. Et ça dit surtout qu'on peut lancer des sorts depuis le dessus de notre bibliothèque en sacrifiant un permanent non-terrain, en plus de payer ses autres coûts. Et ça nous intéresse doublement. D'abord parce que ça nous permet de sacrifier les créatures qu'on vole à nos adversaires, ce qu'on veut faire, mais en plus, surtout, parce que ça nous permet en fait de pouvoir jouer quelque chose depuis le dessus de notre bibliothèque, comme si c'était dans notre main. Donc c'est de la pioche déguisée, c'est vraiment très 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 fort comme mécanique, et surtout que tant qu'on n'a pas un terrain qui se retrouve au-dessus de la bibliothèque, si on a plusieurs choses à sacrifier, eh bien on peut comme ça continuer à pouvoir jouer les cartes du dessus de notre bibliothèque. C'est vraiment très très sympa, et notez qu'il n'y a pas marqué qu'on peut le faire qu'à la vitesse d'un rituel. Donc si par exemple la carte du dessus de notre bibliothèque est un contre-sort, notre adversaire lance quelque chose qui nous dérange, on peut nous sacrifier une créature, un jeton, n'importe quoi, et on va pouvoir du coup lancer ce contre-sort depuis le dessus de la bibliothèque, alors qu'on avait a priori rien en main. Et faire un contre-sort quand on n'a rien en main, voilà, vraiment nos adversaires vont être très étonnés, ils s'y attendront pas, donc ils n'auront pas prévu en fait, et quand ils vont jouer leur sort, ils s'attendront à ce qu'il n'y ait pas de réaction de notre part. C'est extrêmement intéressant comme enchantement, j'adore, et en plus ça coûte pas de mana à activer, juste encore une fois à sacrifier gratuitement une créature, enfin un permanent, mais nous ce sera toujours une créature qu'on a volée à un adversaire qu'on va sacrifier ainsi. On en a vu certains déjà précédemment. Au total, il y aura 13 cartes dans notre jeu qui servent à sacrifier ou faire l'équivalent d'un sacrifice en tout cas, dont le but étant bien sûr de pouvoir, grâce à notre commandeur, piocher une carte ou faire autre chose. Ici, je vais me concentrer sur ceux qui sont vraiment focalisés sur uniquement le sacrifice et pas forcément autre chose de spécifique comme de la pioche, de la mana, etc. Alors, le disciple de Griselband et le chaudron bouillonnant, ils sont tous les deux là pour nous permettre de sacrifier tout en gagnant des points de vie et donc augmenter notre survivabilité. Le disciple de Griselband, c'est une créature 1/1 qui sort sur une noire et une incolore, et pour une mana, on sacrifie une créature et on gagne un nombre de points de vie égal à son endurance. On peut faire ça à n'importe quelle vitesse, et comme il n'y a pas besoin de l'engager, on peut le faire autant de fois par tour qu'on le souhaite, et pour seulement une mana, c'est vraiment très très bon dans notre plan de jeu, parce que nous, ça pourrait nous arriver des fois de pouvoir voler 2, 3, voire plus créatures à nos adversaires, et donc pouvoir en sacrifier autant pour gagner plein de points de vie, ça nous augmentera nos chances de survie, parce que rappelez-vous que ces créatures on les rend à nos adversaires, donc rien ne leur empêche après de se venger en nous attaquant avec par exemple. Bref, très bonne carte dans notre mécanique. Le chaudron bouillonnant, quant à lui, il sort sur 2 incolores et s'active sur une mana incolore, et on engage, on sacrifie une créature, et là on gagne 4 points de vie. Donc si c'est une grosse créature, c'est moins intéressant que le disciple, mais si c'est une petite, c'est plus intéressant, ça dépend. Là, notez
noter que c'est qu'une seule fois par tour par contre qu'on peut s'en servir, parce qu'il faut engager le chaudron bouillonnant malheureusement. Sa deuxième capacité, on s'en servira pas, on n'a pas la capacité de créer le triton à pustule dans notre deck. Le couteau rituel d'Oraknos, c'est un équipement qui sort sur 2 et qui s'équipe sur 2 incolores aussi, et il dit que la créature équipée va gagner +1, +0 pour chaque marqueur 100 sur le couteau. Ça, c'est pas la mécanique qui nous intéresse le plus, mais bon, c'est là, c'est du bonus, on prend. Mais surtout, la créature gagne le fait qu'on peut l'engager pour sacrifier une créature et mettre un marqueur 100 sur le couteau de Rakdos. Alors, ça peut éventuellement être utilisé du coup sans dépenser la moindre mana une fois que c'est équipé sur une créature. À chaque fois qu'on l'engage, on sacrifie une créature gratuitement sans payer de mana. Notons que la créature peut se sacrifier elle-même aussi, au cas où. Bon, c'est pas forcément la meilleure façon de s'en servir, mais c'est possible. Et notons aussi que si on paye le coût d'équipement à chaque fois, c'est-à-dire 2 mana, eh bien on peut engager plusieurs de nos créatures. On sacrifie à chaque fois qu'on va engager au fur et à mesure. Donc par exemple, j'explique, j'ai une créature, je l'équipe, je l'engage pour sacrifier une autre créature, et ensuite pour 2 mana, je l'équipe sur une autre de mes créatures dégagées que j'engage pour en sacrifier une autre, et ainsi de suite. Donc tant que j'ai des créatures à engager et que j'ai de la mana, je peux sacrifier comme ça autant de créatures que je contrôle et mettre autant de marqueurs sur le couteau. Donc ça peut aller relativement vite les marqueurs malgré tout si j'arrive à prendre 2-3 créatures par tour à mes adversaires comme ça, mais ça va coûter très cher en mana malheureusement. Néanmoins la capacité reste forte et intéressante et surtout elle met une forte pression psychologique à nos adversaires. Parce que le couteau a une deuxième capacité, c'est que pour une noire et une rouge on peut le sacrifier, et si on le fait, le joueur ciblé va devoir sacrifier un permanent pour chaque marqueur 100 qu'il y avait sur le couteau. Et ça met une grosse pression à nos adversaires qui vont avoir envie de gérer cet artefact en priorité de gérer tout le reste dans notre plan de jeu, et ça nous intéresse aussi à nous parce que ça protège du coup nos autres cartes importantes. Ensuite on a la fosse de l'engeance, c'est un des meilleurs artefacts du jeu par rapport à notre mécanique, vous allez comprendre. Ça sort sur 2 mana, et ça dit sacrifier une créature pour mettre un marqueur charge sur lui, il n'y a pas besoin ni de l'engager, ni de payer absolument quoi que ce soit, donc on peut comme ça, à vitesse éphémère, sacrifier autant de créatures qu'on le souhaite. C'est vraiment très très bon je trouve, même si on se prend un adieu par exemple qui dit exiler tout ce qui est en jeu, et ben nous on peut sacrifier toutes nos créatures qui du coup seront pas exilées, elles seront en cimetière, on aura une chance de peut-être potentiellement les récupérer. Bref, c'est vraiment très bon. Et en plus, il y a une deuxième capacité qui est un petit bonus, c'est que pour une incolore, on peut retirer 2 marqueurs charge de la fosse de l'engeance pour créer un jeton de créature artefact 2/2 incolore qui s'appelle une engeance. Donc s'il y a un sort de destruction qui détruit toutes les créatures en jeu et qu'on a beaucoup de marqueurs sur la fosse de l'engeance, ça peut nous permettre de repartir beaucoup plus vite que nos adversaires avec une certaine quantité de jetons. C'est vraiment un très bon artefact, de toute façon, quoi qu'il en soit, dans notre mécanique. Sacrifier sans payer de mana, c'est très important pour nous. La colonie de Bourdon Vautour, c'est une créature de 2 vols qui sort sur une noire et 3 incolores, et qui a donc 2 capacités. La première, c'est que lorsqu'il arrive en jeu, on peut sacrifier un artefact ou une créature pour piocher une carte. Donc évidemment, on le fera en seconde phase principale, après avoir volé une créature à un adversaire qu'on va sacrifier grâce à lui, sans payer de coûts supplémentaires pour ça que le coût de mana de la colonie de Bourdon Vautour. Et il y a un type de jeu particulier contre lequel cette carte va briller. Alors s'il n'y en a pas à la table, ça sera juste une 2/2 vol, éventuellement on la sacrifiera elle-même ou on bloquera avec s'il y a besoin. Mais s'il y a un joueur qui a un jeu basé là-dessus, là par contre la colonie de Bourdon Vautour devient une carte absolument énorme dans notre deck. Elle dit qu'à chaque fois qu'une autre créature que nous contrôlons meurt, si elle avait des marqueurs sur elle, on met ces marqueurs sur la colonie de Bourdon Vautour. Donc si un adversaire joue un jeu qui est basé sur les marqueurs +1/+1 par exemple, et bien à chaque fois qu'on va lui piquer sa créature qui a le plus de marqueurs possible sur elle, on va attaquer avec bien sûr, ensuite on va la sacrifier et tous les marqueurs qu'il y avait sur cette créature vont partir sur notre colonie et nous on va lui rendre sa créature sans les marqueurs. C'est dévastateur comme mécanique, on va pas se faire un ami quand on va faire ça, mais nous on va devenir vite très très fort et en plus la créature a le vol donc potentiellement compliqué à gérer, ça peut parfois même être une condition de victoire tellement c'est très très fort très très vite. Le Dominus de l'Allégeance et l'équipage captivant sont 2 créatures qui vont nous permettre de voler encore plus de créatures à nos adversaires. Alors, le Dominus, lui, il sort sur 5 mana hybrides, soit bleu, soit rouge, donc on peut payer n'importe quelle quantité de mana, bleu ou rouge, mais il en faut 5 au total. Il est 4/4 avec le vol, ce qui est quand même sympa. Et il dit qu'au début de notre entretien, on peut acquérir le contrôle d'un permanent ciblé jusqu'à la fin du tour. Notez que c'est pas forcément une créature, on peut voler un enchantement, un artefact, par exemple si un adversaire a une propagande qui fait qu'on doit
payer pour l'attaquer, eh bien on peut la lui voler par exemple, c'est très intéressant. Si on fait ainsi, on va dégager le permanent en question et laquer la célérité jusqu'à la fin du tour. Et petite remarque, on peut même voler un terrain avec ce système, hein, c'est quand même très sympa. Bref, c'est une très très bonne carte dans notre plan de jeu. Ensuite on a équipage captivant, lui c'est une 4-3 qui sort sur une rouge et 3 incolores, et il dit que pour une rouge et 3 incolores, on peut prendre le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour, on la dégage et elle acquiert la célérité. On ne peut faire ça qu'à la vitesse d'un rituel, on fera ça bien sûr aux premières phases principales de notre tour pour pouvoir utiliser la créature pendant la phase de combat. L'inconvénient de l'équipage captivant, c'est qu'il coûte très cher en mana, une rouge et 3 incolores c'est beaucoup. L'avantage c'est que même si on n'a pas notre commandant en jeu, eh bien il va entre guillemets faire un commandant au rabais, mais quand même il nous permet d'assumer notre mécanique de jeu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre le contrôle des créatures adverses, les sacrifier avec notre moteur de sacrifice pour faire d'autres actions, etc. L'inconvénient c'est que si on n'a pas notre commandeur, eh bien on ne rendra pas ces cartes aux adversaires quand on va les sacrifier, donc c'est un peu moins sympa. Mais après tout, ils avaient qu'à pas gérer notre commandeur, et c'est ce qui nous permet de leur rendre les cartes qu'on leur vole, donc il faut qu'ils nous le laissent, non mais sans blague. Le sceptre de Loki est un très très bon artefact dans notre plan de jeu, ça sort sur une rouge et 2 incolores, ça donne une mana de n'importe quelle couleur lorsqu'on l'engage, mais surtout il a un petit effet d'arrivée en jeu qui est sympa. Quand il arrive en jeu, on prend le contrôle d'une créature ciblée, on la dégage et elle va gagner la célérité jusqu'à la fin du tour. Bref, c'est extrêmement synergique avec notre mécanique de jeu, même si on n'a pas notre commandeur, comme on l'a vu avant, ça nous permet de pouvoir quand même faire des choses. Ensuite, on a volonté dominatrice. Alors ça peut être utilisé de plusieurs façons, c'est un éphémère qui sort sur une bleue et 3 incolores. Un joueur ciblé, en général ce sera nous, va acquérir le contrôle de jusqu'à 3 créatures non attaquantes ciblées jusqu'à la fin du tour. On va dégager ces créatures et elles vont pouvoir bloquer ce tour-ci si possible. Elles vont devoir bloquer ce tour-ci si possible. Donc nous, on va en général s'en servir pour voler 3 créatures pendant notre phase principale, donc avant la phase de combat. Donc elles ne seront pas attaquantes du coup. On va attaquer avec, puis les sacrifier et les rendre à leur propriétaire grâce à notre commandeur mécanique classique. Mais on peut aussi s'en servir autrement, de façon défensive. Si on se fait attaquer par un joueur, on peut voler par exemple 3 créatures d'un autre joueur et bloquer avec pour nous se défendre. Bref, c'est une carte assez polyvalente qui synergise très très fort, mais ça peut aussi être à elle seule une condition de victoire, parce que si on a notre commandeur, un adversaire qui a par exemple 4 créatures en défense, eh bien on peut lui en voler une avec notre commandeur et les 3 autres avec la volonté dominatrice, et attaquer avec les 4 créatures plus tout le reste de notre board, parce que lui il n'aura plus de défense, et potentiellement l'achever. C'est extrêmement fort comme mécanique pour seulement 4 mana. Echo, prodige perspicace, c'est une créature 1-4 qui sort sur une bleue et 2 incolores et qui a la vigilance. Je trouve que c'est vraiment très très bon comme ratio, ça fait un bon bloqueur pour se défendre en début de partie. Et pour une mana, on peut l'engager pour copier une capacité activée ou déclenchée ciblée que nous contrôlons, qui a une source de type créature. Autrement dit, on va pouvoir copier la capacité de notre commandeur. Donc pour seulement une mana, quand on va déclencher la capacité de notre commandeur qui va nous permettre de voler une créature adverse, on va pouvoir en voler une deuxième, puisque Echo nous permet de changer la cible de la capacité qu'on copie. Et donc grâce à ça, en payant seulement une mana, on peut voler 2 créatures par tour si on a notre commandeur. C'est vraiment très très bon, j'adore cette synergie. Ensuite, on a Adric, le génie en mathématiques. Lui, il sort sur une bleue et une incolore, il est 1-1 et il fait exactement la même chose que Echo. Pour une bleue, 2 incolores en langage, on peut copier une capacité activée ou déclenchée ciblée que nous contrôlons, et on peut choisir bien sûr de nouvelles cibles. Alors notez que lui peut copier n'importe quelle capacité, pas seulement celle des créatures, donc il y a certaines mécaniques intéressantes qu'on peut copier grâce à lui, mais malheureusement il coûte un peu plus cher, une bleue et 2 incolores. Si on compare avec les pirates qu'on a vu juste avant qui permettent de voler une créature pour une rouge et 3 incolores, ça reste moins cher, parce que là c'est une bleue et 2 incolores, c'est une mana de moins, mais bon. En tout cas, il est très synergique dans notre plan de jeu. Il a une deuxième capacité intéressante, c'est qu'on peut le sacrifier en payant une bleue et une incolore pour contrecarrer une capacité activée ou déclenchée ciblée. Et ça aussi, c'est très fort, ça peut nous permettre des fois de nous sauver la peau. Si un adversaire a par exemple une combo qui part en sucette et qui nous permet de éventuellement tuer un joueur en un coup, et bien ça, on peut peut-être contrer une partie de la combo pour que celle-ci ne se déclenche pas correctement et amoindrir son effet, voire l'annuler complètement. Enfin, on a Shaun des Pères synthétiques. Alors c'est une carte très très synergique avec notre mécanique, vous allez comprendre, on peut s'en servir de plein de façons différentes. Alors, il est 3-4, il sort sur une rouge, une bleue et 3 incolores, et il dit qu'à chaque fois qu'on attaque, on peut créer un jeton engagé et attaquant, qui est une copie d'une créature légendaire attaquante ciblée que nous contrôlons,
autre que Shaun lui-même, bien sûr, il ne peut pas se copier lui-même, sauf que la copie en question n'est pas légendaire, qu'elle devient une créature artefact si ce n'était pas le cas, et qu'elle gagne le type synthétique en plus de ses autres types. Si jamais Shaun quitte le champ de bataille, on doit exiler tous les jetons synthétiques que nous contrôlons. En fait, on va s'en servir de plusieurs façons. La première et la plus évidente, c'est si on vole une créature à un adversaire qui est une créature légendaire, quand on va attaquer avec nous, on va en créer un jeton qui est une copie. Ce qui veut dire qu'on peut potentiellement copier le commandeur d'un joueur adverse et voir plusieurs fois même, parce que s'il n'est pas géré, eh bien on va pouvoir garder la copie pour le tour d'après et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très bon comme mécanique. Mais aussi si on a le moyen d'attaquer avec notre commandeur parce que l'adversaire avait par exemple un seul bloqueur, on lui pique, il n'en a plus, on attaque avec notre commandeur, on peut copier notre commandeur. Ce qui veut dire que le tour d'après, au lieu de voler une créature avec notre commandeur, on volera deux créatures, une avec notre commandeur, une avec sa copie. Et si on continue à faire ça, eh bien on va pouvoir comme ça voler de plus en plus de créatures tous les tours. Et du coup, n'avoir quasiment jamais la moindre défense en face. C'est vraiment Shaun, une carte très très puissante dans notre jeu. Souvent, s'il n'est pas géré en quelques tours, il peut nous donner une condition de victoire très très significative. Le caméléon est une créature 2-3 qui sort sur une bleue et 3 incolores, mais il restera jamais une créature 2-3 parce qu'en fait, quand il arrive en jeu, on peut copier une créature qu'on contrôle, sauf qu'elle garde son nom, le caméléon, maître du déguisement. Et évidemment, nous, notre but, ça va être du coup de copier notre commandeur, parce que comme il n'aura pas le même nom, la règle des légendes ne va pas s'appliquer. C'est deux créatures légendaires qui auront des noms différents. Et si on a du coup deux fois notre commandeur en jeu, entre guillemets, ça veut dire qu'on prendra le contrôle de deux créatures adverses au début de chaque combat pendant notre tour. C'est extrêmement puissant comme mécanique, ça double en gros les effets de notre commandeur, et surtout ça dit qu'à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle mais ne possède pas va mourir, on va la rendre à son contrôleur et piocher une carte de plus. Ça aussi ça fait que en fait on prend plus de créatures, on pioche plus de cartes, bref c'est très très fort. Taskmaster fait la même chose, lui c'est une 3-5 qui sort sur une noire, une bleue et deux incolores. Alors lui le fait que ça 3-5 par contre ça a de l'importance parce qu'il ne copie pas en permanence la créature. Il dit qu'au début de notre première phase principale, donc juste à la fin de l'étape de pioche, et bien jusqu'à notre prochain tour, donc jusqu'au tout début du tour d'après, eh bien il devient une copie de jusqu'à une créature sur le champ de bataille ou une créature de notre cimetière, et ça peut parfois être intéressant, sauf qu'il garde son nom de Taskmaster et qu'il reste un humain légendaire. Bref, c'est très synergique avec ce qu'on veut faire aussi, parce que là encore une fois, on va bien sûr copier notre commandeur pour avoir tout ce qu'on vient de voir avec le caméléon. Et enfin, on a la doublure d'étincelle, lui c'est vraiment une vraie copie, sauf que la copie n'est pas légendaire et qu'elle arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Évidemment, encore une fois, on va vouloir copier notre commandeur avec ça. Toujours pareil, je ne vais pas réexpliquer ce que je viens d'expliquer, c'est très très fort d'avoir plusieurs fois les occurrences de notre commandeur. Production de l'île de Braise et ville duplication d'Irenicus vont tous les deux être des rituels qui servent à la même chose, créer une copie non légendaire de notre commandant. On a vu juste avant à quoi ça servait, je ne vais pas réexpliquer, dans les deux cas c'est très très fort. Notons qu'avec la production de l'île de Braise, on obtient une créature 4-4 au lieu du type habituel de notre commandeur, et avec la ville duplication d'Irenicus, on obtient une créature qui a le vol en plus. Bon, même si ça ne nous intéresse pas plus que ça, on ne sait jamais. Ensuite, on a Aume de la Multitude. C'est un artefact équipement qui sort sur 4 et qui s'équipe sur 5, donc c'est très très cher. Il faut en tout 9 mana pour l'activer dès qu'il arrive. 9 mana, c'est vraiment beaucoup, mais il y a des modes de jeu dans lesquels on s'en sort pas mal, et parfois on peut cumuler pas mal de trésors, etc. et donc réussir à le faire. Alors, c'est un artefact qui est à la fois très très fort dans notre plan de jeu, parce que lui dit qu'au début du combat, pendant notre tour, on va créer un jeton qui est une copie de la créature équipée, sauf que le jeton n'est pas légendaire et qu'il a la célérité. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir créer une copie de notre commandant chaque tour. Alors, c'est très très fort, mais en même temps, c'est très très lent. Pourquoi ? Parce que ce sera la plupart du temps compliqué pour nous de le jouer et de l'équiper en un seul tour, ce qui veut dire que le premier tour on va le jouer, il ne se passe rien. Deuxième tour, on va l'équiper au début du combat, on va créer une copie de notre commandant, mais elle ne va pas se déclencher parce que le déclenchement de la copie se fait au début du combat, et sauf que quand elle arrive en jeu, on est à la résolution de la capacité, donc on n'est plus au début du combat, ce qui veut dire que potentiellement le double du commandant qu'on va utiliser commencera à être efficace au troisième tour. C'est très long. Alors après, l'effet boule de neige est incroyablement puissant, attention, et si jamais on arrive à l'utiliser dès le tour 1, ça s'active dès le deuxième tour, c'est aussi extrêmement puissant. L'impact sur le moyen terme est incroyablement fort, mais c'est juste que la carte n'est pas aussi puissante qu'on pourrait le penser dans notre plan de jeu, à cause de ce petit timing nécessaire pour qu'il devienne efficace. On n'a pas de moyen de l'équiper gratuitement, ça coûte cher à équiper, et le premier tour on crée une copie de notre commandeur, la copie ne sert à rien. Bref, vous avez compris, je ne vais pas m'étendre, c'est une très très bonne carte, elle est juste avec une tempo un peu lente dans notre mécanique de jeu spécifique.
Éomer, maréchal du roi, est une 4/4 célérité qui sort sur 2 rouges et 2 incolores et qui dit que à chaque fois qu'au moins une créature légendaire attaquante que nous contrôlons meurt, on gagne une nouvelle phase de combat et on dégage toutes les créatures qu'on contrôlait. Ça peut se déclencher qu'une seule fois par tour. Et donc c'est très intéressant parce que si on a pris une créature légendaire à un adversaire, on attaque avec, soit elle meurt au combat et c'est parfait, ça se déclenche, soit nous on la sacrifie juste avant la fin du combat et ça se déclenche aussi. On a une nouvelle phase de combat, notre commandeur se redéclenche et donc on peut reprendre à nouveau une créature et réattaquer avec, et éventuellement même la même. C'est vraiment très très fort comme synergie avec notre plan de jeu et avec notre commandeur, surtout si on a copié notre commandeur, alors là ça fait vraiment des dingueries. Et on a même une petite combo dans le deck, c'est avec le Home de la multitude qu'on peut équiper sur Éomer, et là on obtient potentiellement une boucle infinie, parce qu'au début du combat, on va copier Éomer, et la copie va nous permettre de redéclencher sa capacité, qui est d'avoir un tour supplémentaire, donc de nouveau copier Éomer, et ainsi de suite. Donc dès lors qu'on a un moteur de sacrifice efficace, et qu'un adversaire a une créature légendaire qu'on va pouvoir lui voler à chaque début de combat, eh bien on a une infinité de phases de combat qui vont pouvoir se déclencher. C'est extrêmement puissant, en plus d'avoir une infinité de jetons célérité. Bref, vous avez compris, normalement c'est une victoire rapide, si on arrive à avoir les deux ensemble en même temps. Ensuite, l'autre carte que je trouve intéressante et synergique avec notre plan de jeu, c'est Don Andrés le Renégat. Lui, c'est une 4/3 qui sort sur une rouge, une noire, une bleue et une incolore, et il dit que chaque créature que nous contrôlons mais que nous ne possédons pas, autrement dit chaque créature qu'on vole grâce à notre commandeur, elle gagne plus de menaces et contact mortel, et donc ça veut dire qu'il faut au moins 2 créatures pour la bloquer, et comme elle a le contact mortel, il y a toutes les chances qu'elle tue les 2 créatures. Donc nous, on va peut-être rendre notre créature attaquante à l'adversaire après, mais par contre les 2 créatures bloquantes, elles seront bel et bien détruites, et elles ne seront pas récupérées. C'est redoutablement efficace comme synergie avec notre plan de jeu. Dans notre plan de jeu, on rend les créatures qu'on vole, ce qui veut dire que normalement, on va pas forcément énormément affaiblir les défenses de nos adversaires avec ça, bien que c'est pas tout à fait vrai ce que je dis en vérité, parce que si on attaque un joueur et qu'il bloque, on lui élimine un défenseur qui reviendra pas quand même. Mais bon, on a besoin quand même d'avoir d'autres moyens de blesser nos adversaires, parce qu'on veut quand même à la fin quand même gagner la partie. Hein. Donc on a mis ces cartes qui synergisent très très bien avec ce qu'on veut faire. Le patron de la forge, c'est une 3/4 qui sort sur une noire, une rouge et 2 incolores, et qui dit qu'à chaque fois qu'on va sacrifier au moins une autre créature, chaque adversaire va recevoir 2 points de dégâts. Cette capacité ne peut néanmoins se déclencher qu'une seule fois par tour. Et donc sacrifier nos jetons de créatures pendant les tours adverses nous permettra d'infliger encore plus de blessures. C'est extrêmement synergique avec notre plan de jeu. Le marionnettiste gyxien, quant à lui, c'est une 4/3 qui sort sur une noire et 3 incolores, et qui dit qu'à chaque fois qu'on va piocher notre deuxième carte chaque tour, donc normalement à chacun de nos tours on va piocher 2 cartes, et bien chaque adversaire va perdre 2 points de vie et on va gagner 2 points de vie. Là encore une fois, il y a une très belle synergie, sauf qu'en plus ça nous soigne au passage et c'est très sympa. Petit bonus, si jamais lui il meurt, on peut renvoyer sur le champ de bataille depuis notre cimetière une autre carte de créature dont la valeur de mana est inférieure ou égale à 3. C'est pas un gros bonus, mais c'est un petit bonus qui mange pas de pain, c'est gratuit, on prend. Ensuite on a Rakdos rejoint l'équipe. Alors lui par contre c'est vraiment un enchantement qui peut être très très puissant dans notre plan de jeu, tout dépend des adversaires. Ça sort sur une rouge, une noire et 3 incolores, c'est un enchantement légendaire. Lorsqu'il arrive en jeu, on peut renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature depuis notre cimetière avec 2 marqueurs +1/+1 supplémentaires sur elle, ce qui est déjà très sympa je trouve, pour un ratio 5 mana pour faire un réanimator avec 2 marqueurs +1/+1, c'est très bon. Mais surtout il dit qu'à chaque fois qu'une créature légendaire que nous contrôlons meurt, Rakdos rejoint l'équipe, inflige un nombre de blessures égal à la force de la créature en question à un adversaire ciblé. Alors c'est un seul adversaire, mais c'est quand même très fort. On peut par exemple voler une créature légendaire à un adversaire, attaquer un joueur avec, lui faire potentiellement des dégâts ou pas, peu importe, la sacrifier si elle ne meurt pas au combat pour faire des dégâts égaux à sa force, soit au joueur défenseur, soit à un autre joueur, et avoir du coup blessé 2 joueurs au passage si la créature n'a pas été bloquée par exemple. Bref, c'est vraiment une très très bonne synergie avec notre plan de jeu, notons que on a même le moyen avec Adric, qu'on a vu tout à l'heure, de copier la capacité pour faire double dommage, soit sur le même joueur, soit sur 2 joueurs différents. C'est très très sympathique. Castelker est un terrain légendaire qui nous donne une mana incolore lorsqu'on l'engage, mais on peut aussi l'utiliser en tapant une rouge, une incolore et en l'engageant pour créer un jeton de créature 0/1 rouge kobold. Alors ça va nous servir de deux façons en fait. Hein. Si notre plan de jeu ne se développe pas correctement, ça peut nous permettre de temporiser en ayant des bloqueurs. Ok, c'est que des 0/1, mais si la créature en face n'est pas trample, piétinement, eh bien c'est très intéressant comme mécanique, ou pour avoir des jetons à sacrifier pour
nos différentes mécaniques de jeu de sacrifice. Bref, c'est jamais une carte morte dans notre jeu, et au pire, ça nous donne de la mana de toute façon. Ensuite, on a la Horde d'Homoncule. Alors ça, c'est une créature qui peut rapidement, à elle seule, devenir une condition de victoire. C'est une 2-2 qui sort sur une bleue et 3 incolores, c'est très cher pour une 2-2, mais elle dit qu'à chaque fois qu'on va piocher notre deuxième carte chaque tour, on peut créer un jeton qui est une copie de la Horde d'Homoncule. Donc la première fois que ça arrive, on en obtient 2, la deuxième fois, on passe à 4, la troisième fois, on passe à 8, puis 16, 32, etc. Ça va très vite, c'est exponentiel. Alors on peut se servir de ça comme des choses à sacrifier, mais ce sera jamais notre but. Notre but, c'est de les accumuler à mort et ensuite de faire une attaque massive avec pour gagner la partie. C'est vraiment une de nos conditions de victoire dans le deck. Protégez bien cette créature, elle est très précieuse. Alliance improbable est un enchantement qui sort sur une bleue et une rouge et qui dit qu'à chaque fois qu'on pioche notre deuxième carte à chaque tour, on peut créer un jeton de créature 1-1 bleu peuple fée avec le vol. C'est très très synergique avec notre plan de jeu et surtout c'est des bloqueurs qui ont le vol, donc très très fort pour se défendre. Éventuellement ça peut même devenir une source de sacrifice si on n'en a pas besoin ou une source d'attaque, mais dans tous les cas c'est un très bon moteur de défense pour nous. Ensuite, le fabricant de Mécanoptère, c'est un artefact véhicule qui sort sur une bleue et 2 incolores. Il a pilotage 2 et il devient dans ces cas-là une 4-4 vol et ça peut parfois nous être utile, mais surtout ce qui nous intéresse c'est que tout comme l'Alliance improbable, il va nous générer un jeton 1-1 vol, là en l'occurrence c'est des artefacts Mécanoptère, à chaque fois qu'on va piocher notre deuxième carte à chaque tour, et encore une fois c'est des très très bons moyens de se défendre parce que des créatures volantes ça peut bloquer beaucoup de choses. Il n'y a que les créatures avec le piétinement qui seront de vraies menaces pour nous. Ado Ninja, c'est un enchantement de type classe qui sort sur une noire et 2 incolores. Dit la première niveau de la classe, qui est automatiquement débloqué quand l'enchantement arrive, c'est gratuit, dit qu'à chaque fois qu'une créature que nous contrôlons quitte le champ de bataille, chaque adversaire perd 1 point de vie. Donc ça c'est très synergique avec ce qu'on veut faire, et ça se limite pas à une fois par tour, ça peut être très très fort. Si on a créé beaucoup de jetons et qu'on arrive à tous les sacrifier d'un coup, par exemple, on peut même éventuellement achever un joueur. C'est très très bon comme enchantement. Ensuite, à la vitesse d'un rituel, on peut payer une mana noire et une incolore pour faire passer la classe au niveau 2, et dans ce cas-là, elle dit que toutes les créatures que nous contrôlons gagnent +1, +0, et on la menace, donc elles ne peuvent plus être bloquées par moins de 2 créatures. C'est effectivement très intéressant aussi pour notre plan de jeu, puisqu'on va attaquer avec nos créatures qu'on a volées aux adversaires, et elles auront la menace, en plus de gagner +1, +0, donc on mettra encore plus de pression à nos ennemis en attaquant avec. Et le dernier niveau ne coûte qu'une mana noire à activer, donc en tout c'est 6 mana noires pour activer les 3 niveaux de la classe, sachant que quand on passe au niveau 2, on garde les effets du niveau 1, et ainsi de suite, hein, bien sûr. Donc au niveau 3, ça dit que toutes les cartes de créatures dans notre cimetière ont infiltration, une noire et 3 incolores. On peut lancer les sorts de créatures depuis notre cimetière en utilisant leur capacité d'infiltration. Ça veut dire quoi? On vole une créature à un adversaire, on attaque avec. Imaginons qu'elle ne soit pas bloquée, et bien pour une noire et 3 incolores, on va la renvoyer dans la main de son contrôleur, et nous, en échange, on va jouer gratuitement en fait, hein, pour cette mana noire et ces 3 incolores qu'on a payé, une carte de créature de notre cimetière qu'on mettra directement en jeu, engagée et attaquante. On utilise cette capacité après la déclaration des bloqueurs, donc c'est trop tard, elle peut plus être bloquée, donc ça fera des dégâts à l'adversaire quoi qu'il arrive, et nous, ça nous permet de faire de récupérer nos cartes du cimetière, tout simplement. C'est très très fort, ça a plein d'effets positifs. D'abord, on récupère une carte du cimetière. Ensuite, on renvoie une créature dans la main de son contrôleur, donc lui il est obligé de la rejouer, donc on a du card advantage et de la mana advantage sur lui. Potentiellement, si c'était un jeton ou si c'était une créature avec des marqueurs, des auras, etc., eh bien il y a encore d'autres avantages parce qu'on va gérer cette partie-là. Bref, c'est un très très bon enchantement de classe qui synergise vraiment très bien dans notre jeu. Le seul inconvénient pour que ça fonctionne, c'est que la créature attaquante doit ne pas être bloquée, et comme l'enchantement est en jeu, l'adversaire le verra venir, il le sait, donc soit il prend le risque de la bloquer, soit il décide de ne pas la bloquer parce qu'il ne peut pas par exemple, et dans ces cas-là, eh bien, nous on va pouvoir déclencher cette mécanique. J'adore cet enchantement, il est vraiment très original en termes de mécanique je trouve. La plateforme temporelle de Fatalis est un artefact extrêmement fort dans notre plan de jeu. Il sort sur 4 mana et dit qu'à chaque fois qu'on attaque, c'est-à-dire chaque tour avec notre commandeur, c'est vraiment pas compliqué d'attaquer, il suffit qu'un adversaire ait au moins une créature. On va pouvoir exiler une carte non terrain depuis notre cimetière avec 2 marqueurs temps sur elle, et elle acquiert la suspension si elle ne l'avait pas. Ça veut dire qu'au début de chacun de nos entretiens, on va lui retirer un marqueur temps, et quand le dernier marqueur temps est retiré, on peut lancer la carte en question gratuitement, sans payer son coût de mana, et si c'est une créature, elle arrive en jeu avec la célérité en bonus. C'est extrêmement fort, parce qu'on va pouvoir comme ça rejouer toutes les cartes de notre cimetière, quel que soit leur type, y compris les rituels, les éphémères, bref, n'importe quoi.
Évidemment, c'est fort sur nos créatures, nos artefacts, nos enchantements, mais c'est aussi fort sur nos rituels ou nos éphémères, comme la Vituplication d'Irenicus. Imaginons qu'on soit capable de relancer ce sort, du coup, gratuitement tous les 2 tours. Ça veut dire que tous les 2 tours, on va recréer une nouvelle copie de notre commandeur, et donc pouvoir voler de plus en plus de cartes à nos adversaires. C'est extrêmement puissant comme plan de jeu. Vraiment, ça peut vraiment nous faire une victoire, c'est très très fort. Mais c'est aussi très fort avec par exemple un éphémère comme Volonté Dominatrice. Imaginez si tous les 2 tours on prend le contrôle de 3 créatures ciblées jusqu'à la fin de notre tour. Ça aussi c'est extrêmement violent comme mécanique. Attention, ça ne donne pas la célérité aux créatures qu'on vole avec la Volonté Dominatrice, donc on ne peut pas attaquer avec. C'est vraiment utilisé pour les sacrifier ou faire d'autres choses avec, parce que voilà, malheureusement ça ne donne pas la célérité. Évidemment, on a un jeu qui risque d'énerver un peu nos adversaires, parce qu'on leur pique sans arrêt leur bestiole, donc on peut éventuellement aussi prendre l'aggro, surtout quand on a tendance à leur rendre en plus, donc on va pas forcément beaucoup affaiblir leurs moyens de pression sur nous, donc on a besoin d'avoir des cartes de défense comme l'espace confiné ou la propagande qui sont très très puissantes. L'espace confiné c'est un artefact qui sort sur 3 mana et qui dit que pas plus de 2 créatures ne peuvent nous attaquer à chaque combat. Il y a pas mal de types de jeux que ça neutralise vraiment bien, ça, genre les jeux à jetons par exemple, et ensuite on a la propagande, ça sort sur une bleue et 2 incolores, et ça dit que les créatures ne peuvent pas nous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 incolores pour chaque créature qu'ils contrôlent qui nous attaque. La taxe est si élevée que parfois ça va dissuader nos adversaires de nous attaquer. Encore une fois, c'est un excellent mécanisme de défense pour nous, surtout qu'on a vu qu'on a quand même pas mal de moyens de gagner des points de vie dans le jeu, donc si on a une de ces 2 cartes plus de quoi gagner des points de vie, normalement on s'assure quand même une bonne survivabilité pour continuer à ennuyer nos adversaires le plus longtemps possible dans la partie. Notre plan de jeu ne repose pas entièrement sur notre commandeur, parce qu'on a plein d'autres moyens de voler les cartes de nos adversaires comme on l'a vu, mais malgré tout ça repose quand même beaucoup sur notre commandeur, et il coûte très cher en mana, donc on a tout intérêt à bien le protéger. Les bottes de pied agile et l'amulette de géant, ce sont 2 équipements qui vont pouvoir lui donner la défense talismanique, donc empêcher nos adversaires de le cibler. Les bottes de pied agile, ça sort sur 2, ça s'équipe sur 1, et ça donne en plus la célérité, même si pour nous c'est rarement intéressant de donner la célérité à notre commandant. Et l'amulette de géant, ça sort sur une bleue et ça s'équipe sur 2, donc les 2 artefacts c'est 3 mana en tout pour le rendre efficace tout de suite. Ça donne plus 0, plus 1 et défense talismanique tant qu'elle reste dégagée. Comme normalement on n'attaque pas avec notre commandeur, ce ne sera pas une problématique de le garder dégagé et donc d'empêcher nos adversaires de pouvoir le cibler. Le tonneau explosif est un caillou à mana classique qui sort sur 3 et il donne une mana de n'importe quelle couleur lorsqu'on l'engage, mais à chaque fois qu'on le fait, il gagne un marqueur pression, et ça c'est intéressant. Pour 8 mana, on peut l'engager et le sacrifier pour faire 20 blessures à une créature ciblée, mais le coût est réduit de 1 pour chaque marqueur pression qu'il y a sur lui. On ne peut faire ça qu'à la vitesse d'un rituel, mais en fait c'est extrêmement fort parce qu'au bout de 4 tours par exemple, ça veut dire qu'on pourra faire 20 blessures à une créature pour seulement 4 mana. C'est quand même très très sympa comme effet. Donc voilà, c'est un très bon caillou et au pire du cas, de toute façon, il donnera de la mana, donc c'est jamais gâché. Ensuite, on a la distorsion chaotique, c'est vraiment notre meilleur effet de gestion du jeu parce que ça peut gérer n'importe quel permanent. L'adversaire va devoir le mélanger dans sa bibliothèque, révéler la carte du dessus de la bibliothèque, et si c'est un permanent, il la met sur le champ de bataille. On va bien sûr garder ça contre un truc qui est énormissime et qui peut nous faire perdre quasiment le prochain tour ou le tour en question, parce que dans ces cas-là, on est sûr que ce qu'il va récupérer en échange, ce sera toujours moins fort. Ne gaspillez pas ça sur un truc qui est juste une petite menace. Il faut vraiment que ce soit une grosse menace pour gaspiller cet éphémère. Encore une fois, c'est quasiment le seul moyen qu'on a de gérer n'importe quel type de permanent, y compris un terrain par exemple. Donc ne le gaspillez pas sur une créature qui est juste une 4/4 vol un peu menaçante, mais sans plus par exemple. Ensuite, on va voir Arena. Alors Arena c'est un terrain qui donne pas de mana, donc du coup il n'est pas dans la base de mana normale de notre jeu, il est à part. Il s'engage en payant 3 incolores, et il dit qu'on va pouvoir engager une créature que nous contrôlons et une créature qu'un adversaire va choisir. Et qu'il contrôle bien sûr. Et ces 2 créatures vont se battre entre elles, c'est-à-dire que chacune va faire ses dégâts à l'autre. Donc si une a le contact mortel, elle est sûre de tuer l'autre, évidemment. Si l'une est indestructible, elle est sûre de survivre, etc. C'est comme si l'une bloquait l'autre, ça revient au même, ça marche de la même façon, sauf que là, l'initiative par contre ne sert à rien, parce qu'on n'est pas en phase de combat, au niveau des dégâts, tout c'est simultané. Alors, c'est intéressant parce que nous, on va s'en servir sur les créatures qu'on a volées à nos adversaires. On va voler une créature, on va attaquer avec, et ensuite on va utiliser l'arène. Ce qui est intéressant, c'est que nous, la créature, elle sera, à moins qu'elle ait la vigilance déjà engagée, donc on s'en fout de devoir l'engager, parce qu'elle est déjà attaquante de toute façon, et on peut potentiellement comme ça obliger l'adversaire à engager une de ces créatures qui était en défense, ce qui veut dire que si on vole une créature à un joueur, et on le cible lui avec cet effet, en fait, on lui neutralise 2 bloqueurs. C'est même pas dit qu'il reste des bloqueurs à côté. Surtout si on a un des effets nombreux dans notre jeu qui donne la menace à nos créatures, là ça veut dire qu'il faudrait qu'il ait au total
4 créatures au début du tour pour qu'il soit encore capable de bloquer celle qui l'attaque. C'est quand même très très compliqué pour lui. Bref, c'est une très bonne carte que j'aime bien, on choisit pas ce qu'on gère avec, mais bon, ça reste très fort, et surtout ça nous permet de pouvoir éventuellement tuer la créature avec laquelle on attaque si on n'a plus de moteur de sacrifice, parce que ça reste un terrain et c'est pas facile à gérer pour nos adversaires. Évidemment, puisqu'il y a du bleu dans notre jeu, on a mis quelques effets de contrôle. Alors, on a mis que 4 contre-sorts, c'est pas énorme, et la plupart sont circonstanciels. Déviation, ça sort sur une bleue, et ça contre un sort qui cible un permanent qu'on contrôle, donc c'est très circonstanciel, mais très efficace pour se défendre. Une offre qui ne se refuse pas, ça sort aussi sur une bleue, ça contrecarre n'importe quel sort non-créature, et son contrôleur peut créer 2 jetons trésors, donc c'est très fort, mais il y a une belle compensation quand même pour lui. Négation, ça sort sur une bleue et une incolore, ça contre n'importe quel sort non créature, et enfin un contre-sort, ça sort sur 2 bleus et ça contre n'importe quel sort ciblé, y compris un sort créature éventuellement, même si les créatures sont rarement les pires menaces dans notre jeu, vu la mécanique de notre jeu qui est de les piquer et de s'en servir. Ça reste quand même un contre-sort qu'on peut utiliser pour ça. Alors, je le dis dans toutes mes vidéos et je le répète encore une fois, ne gaspillez pas vos contre-sorts pour contrer quelque chose qui n'est pas enclin à vous faire perdre la partie ou à ruiner votre plan de jeu. C'est très très précieux, il n'y en a que 4 dans tout le jeu, c'est pas beaucoup, gardez-les, et il faut qu'il y ait un effet de surprise et un effet d'impact maximal sur le jeu quand vous vous en servez. C'est vraiment des cartes qui peuvent retourner une partie, les gaspillez pas sur un petit truc qui juste vous pète un artefact que vous aimez bien. Ça doit vous empêcher de perdre ou vous permettre de gagner, et c'est à ça que ça sert. On a besoin de cibler les créatures adverses pour en prendre le contrôle, c'est quand même la mécanique de base de tout notre jeu, avec ou sans notre commandant, et donc si elles ont la protection ou la défense talismanique, c'est compliqué pour nous de pouvoir les cibler, on a besoin d'avoir des choses qui peuvent contourner ce genre de truc. Alors, la tour de détection, malheureusement, ça ne contourne que la défense talismanique, mais ça reste un effet extrêmement intéressant pour nous. C'est un terrain qui donne une mana incolore quand on l'engage, mais on peut aussi payer une incolore et l'engager pour enlever la défense talismanique à tous nos adversaires et aux créatures qu'ils contrôlent. Donc on va pouvoir enfin les cibler avec nos sorts et surtout avec nos capacités pour les dérober à nos adversaires. C'est pas toutes les parties où j'ai eu besoin de ça, mais quand on en a besoin, on est vraiment très content de l'avoir. Ensuite, on a pris au piège, c'est un enchantement qui sort sur une noire et une incolore, qui a le bon goût d'avoir le flash, ça c'est toujours très très fort de pouvoir surprendre un adversaire avec ça. Et quand il arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle va gagner -3/-3 jusqu'à la fin du tour. On va s'en servir surtout pendant le combat de ça. Par exemple, on attaque avec une 5-5 qui bloque avec une 2-2, et bien on va mettre ça pour détruire en même temps la 5-5, ou le contraire d'ailleurs. On peut aussi le faire entre deux adversaires qui s'attaquent mutuellement pour neutraliser un attaquant ou un bloqueur qui était plus fort que l'autre, et être sûr que les deux créatures meurent. Bref, c'est un effet de gestion intéressant. Ensuite, les créatures que nos adversaires contrôlent peuvent être la cible de sorts et de capacités comme si elles n'avaient pas la défense talismanique, et les capacités de parade de ces créatures ne se déclenchent plus. Encore une fois, ça n'enlève pas la protection malheureusement, mais c'est quand même extrêmement efficace pour pas mal de choses. La défense talismanique et la parade, c'est souvent les deux mécaniques les plus répandues et celles qui vont le plus nous embêter dans notre plan de jeu. Ça peut même complètement nous bloquer si un adversaire a toutes ces créatures qui ont la défense talismanique grâce à un effet par exemple, et bien on sera très content d'avoir une de ces deux cartes. Et voilà, chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'est un deck très très amusant à jouer et qui est très fair play, parce qu'en fait, comme on rend toujours les créatures qu'on vole, eh ben, c'est pas si méchant que ça finalement. Ça reste donc un deck très casu et très tourné vers le multijoueur amical. Moi je me suis beaucoup amusé à jouer ce deck chaque fois que je l'ai testé. Il sort relativement bien en plus, franchement, grâce au fait qu'il y a beaucoup de pioches. Ça m'est même arrivé une ou deux fois de devoir défausser ta manche piochée. Bref, c'est un jeu très intéressant avec une mécanique assez originale en plus. Évidemment, si vous tombez sur des decks où il y a 0 créature dedans, bah, vous allez un petit peu vous ennuyer avec ce deck malheureusement. Moi il n'y en a pas beaucoup dans les sphères auxquelles je joue. Les joueurs ont tendance plutôt à jouer pas mal de créatures quand même. Mais bon, ça existe. Si vous jouez à une table qui joue ce genre de deck, bah essayez d'avoir un autre deck, vous n'allez pas vous amuser avec celui-ci. Je suis Sir Galad, il est temps pour moi de me dégager et vous souhaiter à tous bon jeu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne avec un petit pouce, un commentaire et voire même encore mieux un petit partage sur vos différents réseaux sociaux pour aider la chaîne à se faire connaître. On est presque à 500 abonnés et ça fait vraiment plaisir. Merci à tous.